Il existe des secondes, dans une vie, où le monde bascule sur la simple pression d'un pouce. Ce moment précis où l'écran affiche message envoyé et où le regret vous saisit à la gorge, avant même que le destinataire ne lise le premier mot, on voudrait pouvoir rembobiner le temps, rattraper les données invisibles qui voyagent dans les câbles, effacer la trace de ce que l'on vient de confesser, mais le numérique ne connaît pas le pardon. Ce mercredi-là, le soleil perçait mes rideaux avec une insistance cruelle, inondant la pièce d'une lumière banale. J'ignorais que ma vie basculait. Mon téléphone vibra sur ma table de chevet, une fois, puis une seconde fois. Le silence de la chambre a été rompu par ce bourdonnement métallique. C'était Inès. Un message court, une invitation au drame habituel. J'ignorais que je m'apprêtais à ouvrir la porte d'un labyrinthe. J'ai fait glisser mon doigt. Le message d'Inès est apparu. « T'as 2 minutes ? C'est important. » Je souris, lasse. Inès avait ce don pour transformer chaque banalité en tragédie grecque. Je me suis redressée, drap glissant sur mes jambes, et j'ai tapé une boutade pour désamorcer cette énième dispute. Je posai le téléphone, m'étirant sous la lumière crue, convaincu que ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau. À peine les pieds sur le parquet froid, le téléphone se remit à vibrer, cette fois avec une insistance saccadée. C'était un appel. Son nom clignotait sur l'écran. J'ai décroché, m'attendant à entendre ses sanglots habituels, mais sa voix m'est parvenue, étrangement claire. « Tu te souviens du mec dont je t'avais parlé ?» a-t-elle lâché. Le calme de ma chambre a semblé se figer, comme si l'air devenait soudainement trop dense pour respirer. Pendant qu'Inès parlait, mon esprit a décroché, aspiré par un souvenir vieux de 3 mois. C'était une soirée bruyante, saturée de musique et de rires forcés, le genre d'événement où l'on se sent étranger à soi-même. Je n'avais aucune envie d'être là, coincée entre des inconnus et des verres vides. J'ai traversé la foule, cherchant une issue. Quand je l'ai vu, il était là, adossé à un mur, à l'écart du tumulte. Il ne bougeait pas. Il observait les gens passer avec une tranquillité qui semblait absorber tout le bruit ambiant. Je me suis approchée, poussée par une curiosité soudaine. Nous avons commencé à parler. Pas de ces conversations superficielles qui me fatiguent, mais un échange qui a duré 3 heures. Il avait cette façon particulière de pencher la tête en écoutant, ses yeux fixés sur les miens, comme si le reste de la pièce s'était effacé. À cet instant précis, le vacarme de la fête a cessé d'exister. Je venais de poser la première pierre de mon secret le plus précieux. Les 3 mois qui ont suivi se sont écoulés dans une bulle de silence et de complicité. Lucas est devenu mon sanctuaire. Nous évitions les lieux publics, préférant le refuge de mon appartement ou les sentiers déserts des parcs en fin de journée. Je me souviens de ces soirées où il restait assis sur mon tapis, à lire pendant que je travaillais, le simple bruit de ses pages tournées suffisant à apaiser mes angoisses. Il y avait une routine tacite entre nous, le café préparé sans qu'on ait besoin de demander, le frôlement de nos mains sur la table, la manière dont il posait son téléphone face contre terre dès qu'il franchissait ma porte. Je gardais chaque instant pour moi comme un trésor. Nous parlions de tout, de nos peurs les plus enfouies, de nos projets, construisant un univers où personne d'autre n'avait sa place. Je me sentais en sécurité, ancrée dans cette présence constante qui semblait n'appartenir qu'à moi. Chaque fois qu'il partait, il laissait une odeur familière. C'était un bonheur brut, sans témoin, une intimité si dense. J'ai protégé ce secret avec ferveur, ignorant que cette exclusivité creusait déjà un fossé. Le silence de mon appartement a été brutalement rompu par la sonnerie stridente de mon téléphone. J'ai sursauté, lâchant le livre que je tenais. L'écran affichait le nom d'Inès. Elle m'appelait souvent, mais cette fois, le rythme de la sonnerie semblait insistant, presque impatient. J'ai décroché, posant mon téléphone contre mon oreille, tout en marchant vers la fenêtre. Sa voix a jailli du haut-parleur, saturée d'une énergie débordante. Elle riait, un rire cristallin et rapide, celui qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle était sur le point de révéler un secret majeur.
Elle a enchaîné les phrases sans me laisser le temps de répondre, son débit de parole s'accélérant à chaque seconde. Elle parlait de quelqu'un, d'une rencontre fortuite, chaque mot qu'elle prononçait était chargé d'une excitation palpable, une joie pure qui heurtait violemment la tranquillité de mon après-midi. Je me suis immobilisée au milieu du salon, le téléphone serré contre ma joue, écoutant le récit de ce bonheur nouveau. Je restais là, muette, observant les reflets du soleil sur le parquet, tandis que son enthousiasme, cruellement ironique, remplissait tout l'espace disponible. Elle a fini par se taire, laissant place à une notification sonore, sèche et définitive. Un fichier venait d'arriver. Mes doigts ont glissé sur la vitre froide de l'écran, hésitant, presque mécanique. J'ai appuyé sur la vignette. L'image s'est déployée, occupant tout l'espace visuel. La lumière de l'écran a brusquement saturé la pénombre du salon. Inès était là, le visage tourné vers l'objectif, les traits étirés par un sourire large, éclatant, presque aveuglant. Mais ce n'est pas elle qui a capté mon attention. C'était ce qui se trouvait à ses côtés. Un bras, posé avec une familiarité déconcertante autour de ses épaules. J'ai arrêté de respirer. Le monde autour de moi a semblé se figer, comme si le temps lui-même s'était rétracté. Mon cœur a manqué un battement, une sensation de vide soudain dans ma poitrine, un choc sourd qui m'a fait chanceler. Une vague de nausée est montée de mon estomac, glaciale et violente. Je suis restée immobile, tandis que le sol semblait se dérober. Mes doigts tremblants ont agrandi l'image, pixel par pixel. Le zoom s'est fixé sur le visage de l'homme. Cette fossette, creusée dans la joue gauche, je l'avais effleurée des centaines de fois dans l'obscurité de ma chambre. Chaque ligne de son sourire m'était devenue une preuve irréfutable. Je me suis attardée sur la texture de ce tissu, cette matière épaisse et sombre qui recouvrait ses épaules. C'était la même que celle qui restait accrochée au dossier de ma chaise. L'évidence a frappé avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas une ressemblance, ce n'était pas un malentendu. J'ai scruté ses yeux, cherchant une ombre de doute. La nausée, jusque-là sourde, est devenue une brûlure dans ma gorge. J'ai lâché le téléphone sur la table, le bruit du choc contre le bois résonnant. L'écran est resté allumé. Je me suis reculée, heurtant le rebord de la bibliothèque. L'incrédulité s'est évaporée, remplacée par une horreur glacée. J'ai saisi le téléphone, mes doigts glissant sur le verre. J'ai composé son numéro. Une sonnerie, 2, 3. Le silence a fini par s'installer, lourd, interrompu seulement par la voix mécanique de la messagerie. J'ai raccroché, puis rappelé aussitôt. Encore la même réponse automatique. J'ai tapé frénétiquement sur le clavier. On doit parler, maintenant. Chaque lettre frappée était une décharge de colère. J'ai verrouillé l'écran, puis je l'ai déverrouillé 1 seconde plus tard, vérifiant l'absence de notification. Le temps s'est étiré. J'ai commencé à compter les secondes. 1 minute, 5 minutes. Chaque battement d'horloge résonnait contre les murs. Je faisais les 100 pas, mes pieds frappant le parquet avec une cadence irrégulière. J'ai jeté le téléphone, puis l'ai repris, le serrant jusqu'à en blanchir les articulations. 20 minutes ont passé. Je fixais l'écran, attendant le moindre signe de vie. L'air semblait manquer dans la pièce. Je me suis assise, puis relevée, incapable de trouver une position stable. Le silence de Lucas était une agression. J'ai relancé un appel, avant de retomber sur le vide. L'attente devenait physique, une pression constante sur ma poitrine. Le téléphone a enfin vibré. Un message. « Je peux pas là. Ce soir ?» J'ai lu ces mots et la froideur de sa réponse a déclenché une réaction immédiate. Mes pouces ont tapé avec une précision chirurgicale. C'est à propos d'Inès. J'ai envoyé le texte. Le curseur a clignoté, une pulsation régulière sur l'écran noir. 47 secondes. Le temps s'est figé. Dans ce laps de temps, j'ai imaginé son visage, le masque de tranquillité se fissurant sous le poids de la menace. Puis, la notification est apparue. On se voit à 18. Pas d'excuses, pas de questions, pas de déni, juste une acceptation immédiate. À cet instant précis,
Le silence de Lucas a cessé d'être une défense pour devenir un aveu. Il savait que le jeu était terminé. J'ai posé le téléphone, mes mains ne tremblaient plus, elles étaient glacées. Chaque seconde qui me séparait de ce rendez-vous devenait un poids mort. J'ai verrouillé la porte derrière moi, laissant derrière moi l'appartement qui, quelques heures plus tôt, était encore le sanctuaire de nos secrets partagés. La porte du café a tinté quand je suis entrée. Il était déjà assis à notre table habituelle, celle du fond, près de la vitre. Il ne m'a pas vue tout de suite. Ses mains étaient posées à plat sur la table, les doigts crispés sur le bord du bois. Quand il a levé les yeux, son visage était comme vidé de sa substance. Il n'y avait plus cette tranquillité, plus ce regard qui semblait ignorer le monde. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a dégluti, un mouvement saccadé de sa pomme d'Adam. Je me suis assise en face de lui sans un mot. Il a fini par baisser les yeux vers son café froid. « Je ne savais pas comment arrêter », a-t-il murmuré, sa voix cassée, loin de son assurance habituelle. Il a commencé à parler, débitant les faits sans chercher d'excuses. Il a avoué les semaines de va-et-vient, les soirées partagées entre Inès et moi, les mensonges tissés pour maintenir l'illusion. Chaque mot qu'il prononçait faisait tomber un pan de l'image que j'avais construite de lui. Il ne me regardait plus, il fixait ses mains, ses épaules voûtées, comme si le poids de ses propres paroles l'écrasait physiquement. Il s'est tu, attendant une réaction que je ne pouvais pas encore formuler. Le silence s'est étiré, épais, saturant l'espace entre nos tasses. Il attendait, le regard fixé sur le rebord de la table, les mains immobiles. J'ai observé ses doigts, cette façon qu'il avait de les entrelacer, un geste que je trouvais autrefois rassurant et qui désormais ne m'évoquait rien. Aucune colère n'a jailli, pas de cris, pas de reproches, juste un vide immense qui a envahi ma poitrine, chassant toute autre pensée. J'ai posé ma main sur la table, puis je l'ai retirée. Le contact avec le bois froid m'a ramené à la réalité. J'ai inspiré profondément, sentant l'air saturer mes poumons. Je me suis levée. Le mouvement a fait grincer la chaise contre le carrelage. Il a levé les yeux, une lueur d'espoir ou de peur dans le regard, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas cherché à croiser son regard. J'ai tourné les talons, mes pas résonnant sur le sol avec une régularité mécanique. J'ai poussé la porte du café, la cloche a tinté, un signal de fin, l'air extérieur, vif et tranchant, a frappé mon visage. Je n'ai pas regardé en arrière. Chaque pas m'éloignait de cette table, de cette confession. Je suis descendue les marches 4 à 4, sans même regarder le quai. La rame est arrivée dans un fracas métallique, les portes coulissant avec un sifflement strident. Je me suis engouffrée dans le wagon, cherchant une place isolée. Il n'y avait que quelques passagers, le regard perdu dans le reflet des vitres sombres. Je me suis assise, le dos contre la paroi froide. Le train a démarré, une secousse brutale qui m'a projetée contre le siège. Le tunnel défilait, une succession de lumières blafardes qui balayaient le wagon à intervalles réguliers. Chaque flash illuminait brièvement mes mains, posées sur mes genoux, immobiles. Je fixais le sol, le linoléum usé, les traces de pas boueux. Le bruit des roues sur les rails devenait un martèlement sourd, une pulsation qui résonnait dans mes tempes. Je ne pensais à rien, ou plutôt je refusais de laisser les pensées se former. Pourtant, le vide laissait place à une pression croissante. Une question a commencé à s'imposer, lancinante, rythmée par le mouvement du métro. Inès. Son nom tournait en boucle dans ma tête. Le dilemme s'est cristallisé. Le silence pour préserver notre passé ou la parole pour briser le présent. Je me suis redressée, mes muscles tendus, le souffle court, le train s'est immobilisé. La porte s'est ouverte, laissant entrer une bouffée d'air vicié. Je suis restée assise, les mains crispées sur mon sac. 7 ans, 7 années de confidence, de rires partagés, de promesses scellées sans jamais un seul filtre. Ce chiffre résonnait contre les parois métalliques du wagon. Gardant le silence, je protégeais Inès et lui offrais l'illusion d'un bonheur intact. Mais à quel prix? Chaque fois que je la verrais sourire,
Je porterai ce mensonge comme une pierre dans ma gorge. Je me suis levée, mes jambes tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. J'ai sorti mon téléphone, l'écran noir reflétant mon visage, déformé par la vitre. Le poids de cette loyauté m'écrasait. D'un côté, le risque de détruire notre lien en lui révélant la trahison. De l'autre, la certitude que le silence finirait par nous ronger de l'intérieur. J'ai déverrouillé l'écran. Mes doigts hésitaient sur le clavier, effleurant les touches avec une lenteur calculée. J'ai inspiré un grand coup, le souffle court, et j'ai pris ma décision. La loyauté ne réside pas dans le silence, mais dans la brutalité de la vérité. La décision est tombée, nette et sans appel. J'ai rangé mon téléphone, puis je l'ai ressorti aussitôt. Mes pouces survolaient le répertoire. Inès. Son nom s'affichait en haut de la liste, une icône familière. J'ai appuyé sur l'appel. La tonalité a résonné dans mon oreille, un battement régulier, lancinant. Je marchais sur le quai, mes pas résonnant contre le béton, cherchant un endroit plus calme. Enfin, sa voix a décroché. « Allô ?» Elle semblait légère, presque insouciante. J'ai inspiré profondément, sentant l'air froid piquer mes poumons. « Il faut qu'on se voie. » C'est difficile. J'ai prononcé ces mots d'une traite, sans laisser de place à l'hésitation. Un silence a suivi, chargé d'une soudaine gravité. « Maintenant ?» a-t-elle demandé. « Oui, tout de suite. » Je me suis dirigée vers la sortie du métro, les mains serrées en poing dans mes poches. Je n'avais plus de marche arrière possible. La porte s'est refermée derrière moi. Le silence du salon était oppressant, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge. Nous nous sommes assises sur le tapis, face à face, les genoux presque joints. Je n'ai pas attendu. J'ai commencé par le début, par cette soirée où tout a basculé. Chaque mot sortait comme une pierre que je posais au centre de la pièce. J'ai détaillé les rendez-vous cachés, les messages envoyés dans l'ombre, les heures passées à jongler entre nos deux vies. Je lui ai raconté comment il parvenait à nous faire croire, à chacune, que nous étions la seule. J'ai énuméré les lieux, les dates, les silences complices. Ma voix ne tremblait pas, elle était tranchante, chirurgicale. Je décrivais la mécanique de sa trahison, chaque mensonge venant s'empiler. Je lui ai parlé de ce moment précis où j'ai découvert la photo, de la nausée qui m'a saisie, de cette sensation de sol qui se dérobe. Je ne cherchais pas d'excuses. C'était une mise à nu totale, une dissection de 7 ans de confiance brisée en quelques minutes. Le dernier mot est tombé, suspendu dans l'air immobile du salon. Je me suis tue, mes mains, posées à plat sur le tapis, tremblaient légèrement. En face, Inès ne bougeait plus. Elle semblait pétrifiée, le regard perdu dans le vide, quelque part au-delà de mon épaule. Le silence est devenu une présence physique, lourde, presque étouffante. J'ai observé ses mains, serrées l'une contre l'autre, jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Une goutte a perlé au coin de son œil, a lentement tracé un sillon sur sa joue, puis s'est détachée. Elle a heurté le tapis avec un bruit imperceptible. Une autre a suivi, puis une troisième. Elle ne sanglotait pas, elle ne criait pas. Elle laissait simplement la réalité s'infiltrer, goutte à goutte, dans son esprit. Chaque larme qui tombait marquait une seconde de plus dans ce vide. Le silence a fini par se fissurer. Inès a lentement levé les yeux, ses paupières rougies par l'effort de retenir ses sanglots. Elle a déplié ses doigts, un à un, relâchant la tension qui crispait ses mains depuis de longues minutes. Elle a avancé son bras, un mouvement hésitant, presque imperceptible, jusqu'à ce que ses doigts effleurent le dos de ma main posée sur le tapis. Elle a exercé une légère pression, un contact ferme, ancré dans le réel. Elle a inspiré profondément, ses épaules s'abaissant enfin, ses yeux ont croisé les miens, sans détour, sans ce voile de déni qui nous séparait il y a encore un instant. Elle a ouvert la bouche, sa voix était basse, rocailleuse, mais chaque syllabe portait le poids d'une décision irrévocable. « Je suis contente que ce soit toi qui me l'aies dit. » Elle a resserré sa prise sur ma main, ses phalanges se mêlant aux miennes. On est encore les meilleurs amis du monde. Nous sommes restés ainsi, mains liées, immobiles,
ancrées l'une à l'autre dans le calme retrouvé du salon. Les larmes ont fini par couler, non plus en silence, mais dans un sanglot partagé, qui a brisé la dernière barrière entre nous. Nous avons basculé l'une vers l'autre, nos fronts se touchant, nos souffles se mélangeant dans l'air tiède du salon. Ses mains ont quitté les miennes pour essuyer mes joues, puis les miennes ont fait de même pour elle. Chaque larme versée semblait emporter avec elle une part de ce poison. Lucas n'était plus qu'un nom, une ombre, que nous avons décidé de bannir de nos conversations et de nos pensées. J'ai vu Inès se lever, aller vers la fenêtre et fermer les rideaux, comme pour sceller définitivement notre espace contre toute intrusion extérieure. Elle est revenue s'asseoir, le dos droit, le regard désormais tourné vers l'avenir. Nous avons parlé de tout, sauf de lui. Nous avons évoqué nos projets, nos rires passés, ces 7 années qui, loin de s'effondrer, se sont soudées autour de cette épreuve. Cette douleur commune est devenue une marque indélébile, une cicatrice que nous portons désormais comme un bouclier. Nous étions là, côte à côte. La vérité, aussi tranchante soit-elle, est le seul ciment qui ne se fissure pas avec le temps. Elle nettoie les décombres, elle expose les fondations. Sans elle, tout ne serait que façade et mensonge. Nous avons choisi de tout dire, de tout montrer, pour ne laisser aucune place à l'ombre. C'est cette transparence qui nous lie aujourd'hui, une force née de la franchise. Et vous, si vous étiez à ma place, face à ce dilemme, auriez-vous eu le courage de tout avouer? Auriez-vous pris le risque de tout perdre pour sauver la vérité, ou auriez-vous choisi le silence pour protéger ce qui reste? La question vous appartient désormais. Dis-moi dans les commentaires. Je lis absolument tout. Et si cette histoire t'a touché, t'as un moyen super simple de me le montrer. Liker, commenter, partager et s'abonner. La prochaine histoire arrive très vite. Et elle est encore plus folle. À tout de suite.